vous invite à prendre une place. J'ose à peine vous dire qu'il reste des places assises, c'est un petit peu limite. Mais preuve que... Si, il y a quelques places ici. Là, il y a 3 places assises, si vous voulez en profiter. Sinon, vous êtes parti pour 1 heure et demie debout. Donc, si vous avez envie de bouger, c'est le moment. Soyez les bienvenus à ce forum consacré à la régulation des meublés de tourisme face à la crise du logement. Le développement rapide de la location. Alors oui, pensez à couper vos téléphones portables. Le déroulement rapide de la location de meublés de tourisme au détriment parfois du logement permanent ont conduit plusieurs collectivités et parlementaires à vouloir modifier et renforcer les dispositifs juridiques actuels de régulation. C'est ce dont on va parler. Plusieurs textes législatifs ont été adoptés par le Parlement, assez récemment d'ailleurs. Merci à monsieur le député d'être ici. Je vais vous présenter dans un instant. Ces questions sont aussi, pour certaines, inscrites à l'ordre du Parlement européen. Preuve que la France n'est pas seule contrainte aujourd'hui. Voilà. Nous allons revenir donc sur les nouvelles dispositions adoptées par le législateur. Comment les communes, c'est ça qui vous intéresse, comment les communes peuvent-elles désormais trouver le bon équilibre entre le développement touristique et le besoin de logement, des logements permanents pour les gens qui travaillent dans ces communes, qui sont peu ou prou au cœur même des communes. Alors ce forum est coprésidé par M. Alain Chrétien, ici présent. Alain Chrétien, vous êtes maire de Vesoul, vice-président de l'AMF et coprésident de la commission développement économique, commerce, tourisme de l'AMF. Merci d'être ici. Et coprésidé également par Thierry Repentin, maire de Chambéry, président du Grand Chambéry, vice-président de l'AMF également. J'ai presque terminé. Coprésident du groupe de travail Logement, Habitat, Hébergement de l'AMF. Voilà, tous les deux, l'un et l'autre, vous êtes donc coprésident de ce forum, sujet que vous connaissez parfaitement bien. Ce que je vous propose, c'est que nous abordions le sujet en 3 temps. On va tâcher de tenir le temps qui est le nôtre, c'est-à-dire 1 heure et demie. D'abord, le diagnostic de la situation de tension, et c'est là, messieurs, que vous planterez le décor en quelque sorte, si vous le voulez bien. Et puis, nous entendrons le rapporteur de ce texte dont on parle à l'Assemblée nationale, monsieur Iñaki Etxaniz, qui est député des Pyrénées-Atlantiques, ici présent. Merci beaucoup, monsieur le député, de votre présence. Et puis, nous verrons comment les communes et les intercommunalités accueillent ce texte, ce qu'elles peuvent en faire et comment elles peuvent le faire évoluer. Et puis, nous avons et puis, j'espère, donc je vous demande les uns et les autres d'être assez concis dans vos propos, que nous aurons le temps de quelques questions ou de suggestions. Surtout pas de cas particuliers, car je sais que toutes les communes qui sont ici présentes connaissent ce sujet-là et le subissent parfois. Donc vraiment, ne parlons pas de cas particuliers, mais de généralité. Et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Marina Ferrari, qui est ministre déléguée à l'économie du tourisme. Madame la ministre, merci beaucoup de votre présence. Vous avez vous-même été adjointe au maire de Aix-les-Bains, députée de Savoie, vice-présidente du conseil départemental de Savoie. Vous connaissez donc très bien le tourisme de montagne. Vous avez par ailleurs été nommée par Elisabeth Borne, me semble-t-il. Non ? Oui, c'est ça. Une mission sur la fiscalité du logement locatif. Vous intervenez bien entendu quand vous le voulez. Et sinon, nous étions convenus que en clôture, en conclusion peut-être, vous nous direz comment le gouvernement reçoit ces propositions et la façon que vous aurez de les porter. Je finis, pardonnez-moi messieurs, je finis les présentations. Nous avons autour de nous donc Iñaki Etxaniz, qui est député des Pyrénées-Atlantiques, je l'ai dit, membre de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, rapporteur de la proposition de loi adoptée le 7 novembre dernier, c'est donc tout récent, et vous dites que le meublé touristique a augmenté le prix de certains loyers du fait des spéculations notamment. Je reprends les propos que vous aviez dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous nous expliquerez le détail de votre loi. Catherine Lhéritier est ici. Catherine Lhéritier, vous êtes maire de Valloires-sur-Cisse, une commune de l'agglomération blésoise, donc Blois.
Blois, ville royale, s'il en est, membre de Aglopolis, 2500 habitants, une population qui est plutôt stable. Vous avez cette double difficulté qui est à la fois de loger les touristes qui viennent, puisqu'on est dans la vallée des châteaux de la Loire, extrêmement visités, à commencer par Blois, Château Royal, je le disais, mais en même temps, vous avez sur votre territoire un laboratoire médical qui emploie 300 personnes, je crois, à peu près. 300 personnes, et donc ce sont autant de familles qu'il faut loger à temps plein. Voilà, donc comment trouver cet équilibre. Et puis vous nous direz quelques mots du projet de construction que vous avez en ce moment sur votre commune, je crois, de logements nouveaux. Pardon, il faudra que vous preniez un micro. Je pense que j'ai apporté mon témoignage, surtout comme présidente de l'association des maires d'un département qui n'est pas forcément connu pour ça, mais qui est un département touristique et qui rencontre des problèmes, justement, tels que ceux qu'on va évoquer tout à l'heure. Très bien. Merci de votre présence. Michel Parent est également ici. Vous êtes président de la communauté de communes de l'île d'Oléron. Et alors vous avez cette particularité d'avoir attaqué bille en tête Airbnb et vous avez gagné. Vous avez gagné votre procès et le législateur a eu la main un petit peu lourde. 1 360 000. Non, me dites-vous, pas du tout. Vous avez réclamé 10 millions, vous n'en avez eu que 1 360 000. Voilà, vous nous direz pourquoi et comment vous avez fait, avec quels arguments. Et aujourd'hui, quelle est la situation qui, je pense, est un petit peu plus apaisée avec Airbnb en l'occurrence. Et puis Sophie Garcia est avec nous. Sophie Garcia, vous êtes là, pardon. Vous êtes bien placée, vous m'avez dit tout à l'heure, mais il y aura du monde. Alors, vous voyez, il y a 3 fois personne, et vous êtes coincé entre une ministre et un député. Ça vous va? La situation est bonne. Vous êtes conseillère municipale de la ville de Annecy, déléguée au logement abordable et à la mixité sociale, et ce depuis 3 ans. Annecy, c'est 130 000 habitants, 6 communes. Le Grand Annecy, c'est 36 000 communes. Alors, 36, pardon. 36 000 communes en France, 36. Vous avez un petit millième des communes de France, pardonnez-moi, je vais un petit peu trop vite. Mais c'est 3 millions de touristes chaque année. Et à Annecy, on a un peu l'habitude, enfin pour les gens qui connaissent un peu le coin, on a l'habitude de dire que c'est la mer à la montagne. C'est un décor idyllique et donc qui attire le tourisme comme la vallée de la Loire peut l'être aussi. Et outre l'environnement idyllique, Annecy, c'est un festival du film d'animation, la fête du lac, etc., etc. Et donc vous connaissez très bien ce sujet que vous avez pris à bras le corps. Voilà. Et puis, je signale la présence de Vincent Montrieux de la direction de l'habitat et de l'urbanisme et des paysages, la DHUP. On en dira un mot tout à l'heure. Vous intervenez, vous me ferez les gros yeux. Mais il y a 2-3 petits sujets qui vous interpelleront particulièrement. Voilà. Commençons, si vous le voulez bien, avec Alain Chrétien et Thierry Repentin. Je sens que vous brûlez de nous dire le contexte actuel et le pourquoi finalement de ce forum en particulier aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre, merci de votre présence. Moi, je brûle, mais je pense surtout à la présence nombreuse de nos collègues. Montre que ce sujet est brûlant. Avant que ce soit nous qui le brûlions, c'est surtout le sujet. Et nous allons essayer de le rafraîchir avec Thierry. Je suis donc Alain Chrétien, maire de Vesoul, 15 000 habitants en Franche-Comté, mais surtout vice-président délégué, coprésident de la mission, de la commission développement économique, commerce et tourisme. C'est pour ça que j'ai l'honneur de coprésider cette séance de travail avec Thierry. Effectivement, ça y est, cette loi est votée, elle est applicable puisque je crois qu'elle a été publiée aujourd'hui même au journal officiel et le président de la République l'a signée depuis Rio. Voilà. Et donc c'est fait, vous allez pouvoir vous en emparer. Et l'objectif, cher Thierry, c'est qu'on explique pendant ces quelques minutes qu'est-ce qu'il y a dans cette loi, comment on va pouvoir chacun d'entre nous en emparer, dans quel contexte, puisque c'est vraiment un outil qui nous manquait. Et j'espère que ça va en rassurer certains. Et avant de laisser la parole à mon collègue, à Thierry, qui lui est président de la commission logement, parce que c'est un sujet tourisme et logement,
Je voudrais remercier les services de l'AMF parce qu'on a vraiment travaillé sur ce sujet depuis plusieurs mois. Je vois Hassan Fall qui est là, Annick Pilves aussi qui est présent. Les services de l'AMF, services juridiques, ont vraiment été à l'avant-garde sur le sujet. On a reçu tous les interlocuteurs, naturellement la fameuse entreprise que vous venez de citer, mondialement connue. Mais Madame la Ministre, on a vraiment maintenant un outil. Et comme beaucoup de lois, il s'agit maintenant de se l'approprier, de la faire fonctionner. Mais à vous, Madame la Ministre, de signer sans doute les décrets d'application qui seront nécessaires pour que cette loi soit applicable, parce qu'on a tellement vu de lois magnifiques, super, géniales, mais qui n'ont jamais fait l'objet de décrets d'application ou dont les décrets sont arrivés tellement longtemps après que ça a déçu tout le monde. L'objectif maintenant, c'est que cette loi, certes, elle est applicable puisqu'elle est publiée, mais maintenant, il faut qu'elle rentre dans le concret avec les différents décrets. Bon travail à toutes et à tous. Thierry. Merci Alain, Madame la Ministre, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs. Ce matin, on a, en séance plénière, débattu de la question du parcours résidentiel, la question de la difficulté de la création des logements en France. Et celles et ceux qui travaillent sur ces questions ont le sentiment que tous les segments du parcours résidentiel, c'est-à-dire la construction du logement en France, sont grippés. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut dégripper chaque segment pour pouvoir répondre effectivement à la perspective pour nos concitoyens de pouvoir se loger là où ils le souhaitent et que les maires des communes de France puissent avoir une politique du logement qui corresponde à la situation du territoire sur lequel ils sont élus. Et il y a des singularités dans notre pays avec effectivement des secteurs, des communes qui sont fortement attractives en matière de tourisme. Alors quand on voit d'ailleurs le panel qui a été choisi, beaucoup d'élus du littoral, que ce soit du littoral, le vrai littoral, c'est-à-dire au bord de mer, bord d'océan, ou du littoral intérieur, puisque Annecy est concernée par la loi littorale. Aussi, on ignore souvent que les grands lacs internes doivent appliquer à la fois la loi littorale et parfois la loi montagne, et que j'ai vu dans l'assistance des élus des massifs alpins, la Maurienne, là-bas il y a des Bauges, donc massif des Bauges. Ça veut dire là où il y a effectivement, d'une façon saisonnière, nos compatriotes qui veulent se détendre et en ce faisant faire profiter aussi à l'économie locale. Et puis on le verra sans doute avec le zoo de Beauval aussi qui parfois peut amener de la clientèle qu'il faut loger. La difficulté, c'est de faire vivre un territoire sur lequel vous avez cette forte attraction touristique qui se fait souvent au détriment du vivre à l'année. Et donc sur ce segment touristique, l'AMF effectivement avait demandé à ce qu'on puisse prendre en compte la singularité de territoire. Ça ne concerne pas tous les territoires de France, c'est vraiment singulier et je crois pouvoir dire que l'AMF est plutôt contente d'un texte qui est arrivé. Alors on est vraiment dans l'actualité la plus brûlante, hein, puisque la loi est effectivement publiée aujourd'hui. Alors l'AMF a encore des questions, parce que vous allez nous dire comment ça fonctionne. Il y a la question de la mise en place de cette plateforme qui va faire qu'on va devoir déclarer sur une plateforme, c'est le fameux logement meublé. Peut-être aussi des questions de savoir comment les élus vont pouvoir être accompagnés pour vérifier la réalité du statut meublé de ces logements qui vont être mis à disposition. Et sans doute d'autres questions qui viendront. Ça ne résoudra pas, parce qu'il peut y avoir des questions du coup d'un certain nombre d'entre vous, la question difficile de l'accès au logement à l'année. Je pense que la loi sur les meublés, c'est peut-être une introduction à se dire, sur ces territoires, à terme, ne faudra-t-il pas d'autres textes pour favoriser la création de logements à l'année ou pour accueillir les saisonniers. Voilà un peu le contexte général. Franchement, c'est assez rare qu'on puisse avoir ici un débat sur un texte qui a une journée. C'est vrai que c'est assez rare pour le signaler. Merci beaucoup pour cette introduction. Je cède tout de suite la parole à Iñaki Etxaniz, donc député des Pyrénées-Atlantiques, qui est l'auteur de ce projet de loi qui aujourd'hui en est une. J'aimerais que vous nous disiez maintenant, une fois encore, moi je brûle de savoir ce qu'il y a de nouveau finalement et que les maires vont pouvoir s'approprier. Comment vont-ils pouvoir mieux travailler et différemment pour le logement des gens qui habitent chez eux? Bien, bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre, chère Marina, je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce qu'effectivement, le texte a été promulgué
ce matin, après un long combat de 2 ans et demi au Parlement pour faire aboutir ce texte de consensus, parce qu'il a été voté à l'unanimité au Sénat et à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale, sauf le Rassemblement national qui s'est opposé à ce texte. Et c'est ce que j'ai dit moi à la tribune, ce texte, il n'était pas fait pour nous, même si nous étions très heureux de le voter, nous vous le devions. Nous le devions aux maires de toutes ces communes en France qui se battent depuis des années pour faire en sorte que leurs communes, qu'elles soient de taille moyenne, grande ou petite, puissent vivre du 1er janvier au 31 décembre. Et j'ajouterai à ce qui a été dit en introduction que la partie visible, c'est effectivement les territoires touristiques qui sont dans l'imaginaire collectif, mais ça arrive aussi, ce phénomène d'attrition du logement par les meublés de tourisme, aujourd'hui dans des territoires intérieurs. Je parle de l'intérieur du Pays Basque ou de la Vallée d'Aspe, dont certains représentants sont ici, mais aussi des territoires qui ne sont pas la carte postale du tourisme en France, mais qui connaissent ce sujet-là, et y compris les grandes villes, avec un sujet qui me tient à cœur, notamment des étudiants qui font partie des premières victimes de cette attrition, parce que les logements qui sont transformés en meublés de tourisme sont bien souvent ceux qui étaient avant destinés à la population jeune et étudiante. Donc on a pris le taureau par les cornes en se disant, et je le dis et je le répète parce qu'on a eu tendance à appeler ce texte anti-Airbnb, ce n'était pas le sujet. Le sujet, ce n'était pas d'interdire, mais de réguler. Parce qu'il fallait apporter des outils pour ne pas en arriver justement à cette interdiction, parce que nos territoires vivent aussi du tourisme, c'est une réalité. Et on ne voulait pas arriver à des situations comme on peut le voir aujourd'hui à Barcelone avec une interdiction quasiment totale, ou ça a été annoncé ce matin à Lisbonne qui va faire un référendum pour interdire purement et simplement les meublés de tourisme. Donc il fallait aujourd'hui un texte de régulation qui n'existait pas pour justement donner les outils aux maires et à tous les maires de pouvoir agir. Parce que la situation dans laquelle on était, c'est qu'on avait un certain nombre de communes qui avaient accès au règlement de changement d'usage, avec une boîte à outils qui existait, mais avec un nombre de communes limité qui pouvaient mettre en œuvre, notamment Paris, Annecy ou une partie de l'agglomération Pays Basque pour mon territoire. Sauf que ce phénomène allait bien au-delà de ces communes-là et que les outils existants étaient défaillants. On se retrouvait avec des communes qui mettaient en place des quotas, de la compensation, des règles, et qui se faisaient systématiquement attaquer, et qui, bien souvent, avaient une décision suspensive et perdaient à la fin, donc revenaient au niveau zéro de la réglementation, de la régulation. Donc il fallait rénover la boîte à outils, l'améliorer juridiquement et l'étendre à toutes les communes. Ça, c'était le premier pilier. Donc on retrouve, en point de départ, vous l'avez dit, l'enregistrement obligatoire des meublés de tourisme pour avoir une idée du parc exacte au plus près des territoires. Parce qu'on estime aujourd'hui à être passé de 300 000 en 2016 à 1,1 million, 1,2 million, voire 1,3 million en 2024. Sauf que les statistiques sont assez peu précises parce qu'on n'a pas justement cette édification obligatoire. Donc on va avoir ce téléservice national qui devrait arriver, mais ça je laisserai la ministre le préciser, en 2026 si tout se passe bien. Donc image réelle du parc au plus près des territoires. Et ensuite, cette boîte à outils du changement d'usage accessible à tous, avec dans les grandes lignes les quotas qui n'avaient pas d'existence juridique. Aujourd'hui, ils ont une existence juridique qui ne seront plus attaquables. Le principe de compensation qui est bien évidemment conforté et étendu à tous les territoires. La charge de la preuve de 1970, alors c'était technique, mais c'était une vraie demande des collectivités qui le mettaient en œuvre, et notamment de la ville de Paris, qui devait prouver au 1er janvier 70 que le bien était bien un logement. Sauf que ça a impliqué énormément de travail, et le fait que sur le document, il y ait la mention 1er janvier 1970, ce qui était quand même un obstacle assez important. Donc on est venu, en travaillant avec les collectivités et avec les notaires, réévaluer cet objectif-là, et un dispositif extrêmement important qui est pour moi, qui n'a pas fait énormément parler médiatiquement, mais qui est pour moi une vraie boîte, un vrai outil, un vrai levier pour l'habitat permanent, c'est la question de la servitude. Où aujourd'hui, toutes les communes qui sont en zone tendue et toutes les communes au-delà des zones tendues qui ont 20% de résidences secondaires pourront mettre dans leur PLU que toute nouvelle construction devront être des résidences principales. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir changer la donne, et ça va pouvoir être un zonage au plus près des territoires. Et pour, sans faire trop long, on a fait le choix de cranter à 20% pour donner une existence à ce dispositif
Et moi, je fais le souhait qu'on puisse, dans les mois, dans les années à venir, descendre à 15%, 10%, 0% et permettre à un jour, toutes les communes de dire tout ce qui se construit sur mon territoire, c'est de la résidence principale. Donc ça, c'est le premier pilier, le pilier de la question de la boîte à outils qui vous concerne directement. Ensuite, il y avait un sujet de transition énergétique et de mise en conformité de l'ambition sur la rénovation du logement avec la loi climat et résilience qui va rentrer en œuvre, notamment sur les G au 1er janvier 2025, où on avait un phénomène d'évaporation du logement par des propriétaires qui ne souhaitaient pas faire de la rénovation énergétique et qui se dirigeaient, en plus des autres incitations, vers la location touristique parce qu'il n'y avait aucune obligation de décence énergétique dans les meublés de tourisme. Donc on est venu ajuster tout cela avec une obligation, un calage sur le même calendrier pour le flux. Donc tout ce qui va, toutes les nouvelles demandes d'autorisation seront sur le calendrier climat et résilience. Et sur le stock, on donne un délai de 10 ans au stock existant pour venir aux normes sur les calendriers et sur les passoires thermiques. Donc ça, c'est un outil supplémentaire adapté à chaque territoire. Et enfin, c'est le sujet qui a fait le plus parler et qui a été un peu le plus difficile parce qu'on a eu 1001 péripéties dans ce texte avec des déprogrammations, des retours, des désaccords, des obstructions. Mais on a réussi à se mettre d'accord sur la fiscalité parce qu'on avait effectivement aujourd'hui une fiscalité qui était pousse au crime parce qu'on avait 71% d'abattement sur les meublés classés jusqu'à 188 000 € de revenus et 50% d'abattement jusqu'à 77 700 pour les non classés. Alors qu'en parallèle, le propriétaire bailleur qui loue à une famille, qui fait vivre le territoire, qui met ses enfants dans l'école, qui fait vivre le commerce de proximité, qui travaille sur place, il n'avait que 30% d'abattement sur 15 000 € de revenus. Donc on avait cette fiscalité pousse au crime. Donc on est venu corriger tout ça. On a aujourd'hui 30% d'abattement, comme pour la location longue durée, pour les meublés non classés. Et on est descendu à 50% d'abattement pour le meublé classé. Le travail n'est pas fini. Moi, je considère que l'objectif du texte, et c'est là où il y a un petit manque, et il faut savoir être critique sur son propre travail, il y a un petit manque parce qu'il y a toujours ce déséquilibre entre le classé et la location longue durée. Marina Ferrari pourra aborder la question d'Atout France tout à l'heure et cette nécessité aussi d'avoir un tourisme de qualité et donc de pousser au classement. Je pense à titre personnel qu'il faut monter en gamme sur le classement et serrer les vis auprès d'Atout France parce que c'est aujourd'hui malgré tout trop facile de se classer et qu'il va y avoir un appel d'air aussi et qu'il faut venir cadrer les choses sur Atout France et surtout, et c'est un amendement qu'on a fait voter au projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, augmenter l'abattement fiscal sur la location longue durée. Parce que tant qu'on n'incitera pas les propriétaires à leur dire vous avez tout intérêt moralement et financièrement à venir faire la location longue durée. Donc il faut qu'on augmente l'abattement à 50%. C'est ce qu'on a fait voter. Alors il y avait une discussion c'est public, en commission mixte paritaire où on pouvait arriver avec l'accord de Bercy à 40% sur la longue durée et 40% sur le meublé classé. On n'a pas réussi à convaincre le rapporteur général du budget du Sénat à aller sur cette possibilité-là. On espère pouvoir y arriver dans les semaines à venir avec le projet de loi de finances. Et enfin, il y a un détail, notamment pour les territoires ruraux, sur les gîtes ruraux, qui ne sont pas définis aujourd'hui dans la loi. Parce qu'ils sont assimilés à du meublé de tourisme comme un Airbnb avec une boîte à clés. Et il nous faut, et on travaille main dans la main avec Marina Ferrari sur ce sujet-là, un décret pour définir ce que c'est un gîte rural et notamment un gîte agricole, pour leur donner une fiscalité spécifique parce que, en règle générale, c'est du logement qui est à la ferme sur l'exploitation agricole et qui n'a pas vocation à devenir du logement permanent. Voilà dans les grandes lignes le texte. On espère qu'il va être pris en main par les élus et qu'il va pouvoir un petit peu changer la vie et faire en sorte que ceux qui ont fait que nos territoires soient attractifs, soient touristiques, ceux qui en ont écrit l'histoire, puissent continuer à y vivre. Parce que si les gens viennent sur nos territoires, c'est qu'il y a une histoire, c'est qu'il y a une entité, et que si on en fait des réserves d'Indiens ou des villages vacances à ciel ouvert, ça perdra de tout son intérêt. Et surtout que, oui, le tourisme, mais un tourisme raisonné et qui puisse faire vivre l'infirmière ou l'ouvrier ou le boulanger toute l'année du 1er janvier au 31 décembre. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire, un peu technique. C'est technique. Madame la ministre, est-ce que vous voulez réagir tout de suite ?
Non, vous réagirez à la fin. Je voudrais donner il y a beaucoup de choses. On a parlé de la construction, des servitudes de PLU. On a parlé de la rénovation et du logement digne, ce qui m'amène à faire parler un certain nombre de personnes ici autour de la table. Catherine Lhéritier, si vous le voulez bien, on va commencer avec vous. Je disais que vous êtes maire d'une commune du Loir-et-Cher qui est, qui a cette double difficulté, à la fois d'accueillir les touristes qui sont nombreux. Il y a la Loire à vélo, il y a les châteaux de la Loire, il y a Toussaint, il y a Beauval, ça a été cité, et en même temps de faire vivre des gens qui travaillent sur place. Vous avez un laboratoire avec 300 personnes, il faut les loger. Donc on retrouve toutes les données que vient de décrire M. Etchanis. Et vous avez, je le disais, un projet de construction d'un lotissement de 38 logements, une trentaine de logements. Comment allez-vous faire? Comment est-ce que vous appréhendez la chose? Et comment imaginez-vous pouvoir réguler ou faire en sorte que vous soyez sûr que ça ne devienne pas des logements avec des lits froids? Alors, je ne vais pas forcément répondre complètement directement à votre question, donc Madame la Ministre, Monsieur le député et chers collègues. Moi, ce que je voulais souligner, peut-être en réponse à ce que vient de nous dire le député, c'est qu'en fait, cette situation, elle est assez paradoxale, puisqu'en fait, les locations de tourisme saisonnières sont générées par une activité économique, le tourisme, et finissent par être contre-productives pour des territoires puisqu'elles entravent le développement économique, puisque ce territoire ne peut plus loger les gens qui travaillent sur le territoire. Donc, dans un département comme le Loir-et-Cher, qui est un département touristique, on a cité Beauval, on peut citer Chambord par exemple, on constate ce phénomène, et même un tiers des opérateurs de tourisme n'arrivent pas à recruter parce qu'ils ne peuvent pas loger leur personnel. Donc on voit bien le paradoxe que, monsieur le député, vous avez bien décrit. Et je trouve l'intérêt de la loi, c'est d'avoir mis les outils à la main du maire. Je vais citer un petit peu comment ça se passe en Loir-et-Cher. En Loir-et-Cher, on a un taux de location saisonnière plus important que le taux de la région parmi les logements, c'est-à-dire 2,5%. Mais on a des communes dans le département, et notamment la commune la plus proche du zoo de Beauval, qui monte à 15% de location saisonnière. Donc cette commune-là, elle a perdu 500 habitants. Donc c'est pas mince, parce que comme chacun le sait, on a un certain nombre de ressources des communes qui proviennent du nombre d'habitants. Et donc d'avoir mis ce dispositif à la main du maire, ça permet aussi de tenir compte de la grande diversité des situations sur un territoire départemental, par exemple. Et je trouve que ça, c'est particulièrement intéressant. Alors, effectivement, quand on a des entreprises sur une commune, il faut organiser la construction. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, juste avant le vote de la loi, les maires avaient très peu d'outils pour s'assurer que lorsqu'on délivre un permis de construire, c'est ce que je vous avais dit au téléphone, quand on délivre un permis de construire, un permis d'aménager d'un bâtiment dans notre commune, il n'y a rien qui nous dit que ça risque de devenir une location saisonnière. Et du coup, on s'en aperçoit après coup. Donc même si on avait voulu réguler à l'origine, on ne pouvait pas le faire. Donc qu'il y ait un système déclaratif véritablement, ça va permettre de réguler, mais surtout donner la main aux maires. Parce que qu'entendez-vous par là? De toute façon, je pense que la loi a été détaillée, mais elle sera peut-être plus détaillée par Madame la Ministre. On ne peut pas imaginer un dispositif qui soit à l'échelon d'un territoire plus grand, puisque sur un territoire départemental comme le nôtre, les situations sont extrêmement irrégulières, extrêmement différentes. Ouais. Donc c'est bien à l'échelon d'une commune qu'il faut qu'on puisse régler cette situation. Voilà ce que je voulais dire, parce que après construire, on est dans un système aujourd'hui où effectivement avec le dispositif ZAN, on ne peut pas construire autant qu'il le faudrait. Et tout le monde sait que si on ne crée pas de logement, on perd de la population. Mais simplement, c'est véritablement sur des territoires qui sont, infradépartementaux qu'on peut régler cette question. Sophie Garcia, oui, c'est vous. Sophie Garcia, vous à Annecy, lorsqu'on avait parlé, vous m'avez dit finalement, lorsqu'on construit un immeuble, un lotissement, qu'importe, vous dites finalement aux lotisseurs, c'est vous le premier qui avez finalement la main avec le maire pour choisir et pour dire il y aura tant pour la location, tant
pour l'habitat permanent. De quelle façon voyez-vous les choses, vous, Annecy? Bonjour et bonjour à tous. En fait, c'est pas forcément avec le maire. Parlez bien dans le micro. On a résolu en fait que le promoteur et le notaire sont les premiers à rédiger le premier règlement de copropriété. Le promoteur qui vient voir la ville vous dit qu'il veut construire pour les infirmières, pour les revenus modestes, et on lui apprend que c'est lui qui peut mettre les règles tout de suite. Donc nous, on essaye de sensibiliser à chaque fois, mais c'est de la sensibilisation. On n'a pas de cadre réglementaire pour l'obliger, mais vu qu'on a le discours commun et le même objectif, on lui dit que il va aller vers ça. Parce que là, on se rend compte qu'en 2021, un tiers de la construction part à des investisseurs qui, avec l'appui des banques, le mettent souvent en location courte durée. Et là, nous, on a plus de 3500 résidences secondaires en meublé de tourisme, ce qui équivaut à 3 ans de production de logements. Donc en fait, on construit d'un côté et on perd une partie qui part en fait à des investisseurs qui le louent en courte durée. Donc là, ça veut dire que nous, on peut parler aux promoteurs, donc ça, c'est peut-être une discussion possible. Ensuite, là, cette proposition de loi dit qu'on peut dessiner des zones à usage de résidence principale uniquement. Là, le problème qu'on a, nous, c'est qu'on est en train de finir le PLUI et que donc, il va nécessiter des modifications, des révisions pour qu'on puisse dessiner ces périmètres-là. Donc après... Et vous, votre PLUI, en plus, c'est pas rien, parce que c'est 34 communes. Donc 34 communes, pour ceux qui connaissent, c'est à peu près les 3/4 des alentours du lac d'Annecy. Donc 210 000 habitants, l'agglomération. Annecy, c'est 130 000 habitants. Et ça concentre 75% des locations courte durée de l'ensemble de l'agglomération. Et plus de 60% de ces meublés de tourisme sont concentrés dans la vieille ville, oui, qui est donc la Venise des Alpes, un bâti pluriséculaire, 1400, 1500, 1600. Et donc ça fait tout l'attrait de la ville. Et en fait, on est victime finalement de notre succès parce qu'on a un lac au bord de la ville, il y a une forte attractivité, il y a la Suisse à côté. Et on peut faire du sport, on peut vivre dans la Venise des Alpes. Alors la Suisse, vous citez la Suisse parce qu'il y a beaucoup de frontaliers, oui, qui habitent à Annecy et qui vont travailler tous les jours à Genève. Donc en fait, on est la 5e ville la plus chère de France. En fait, là, on est à 700 € un studio de 20 mètres carrés. On est à 5500, 6000 € le mètre carré à la vente. Donc on essaye de dire aux promoteurs, ça n'est plus possible, on ne peut plus loger nos habitants. On a fait un observatoire des ménages pour voir les montants des loyers. Et en fait, on ne peut plus loger les gens. Donc ils vont plus loin parce qu'ils ne peuvent plus se loger. Et à cause de la concentration de meublés de tourisme dans la vieille ville, ils quittent la ville par défaut, du fait des nuisances. Et les promoteurs, eux, ils vous disent quoi? Parce que quand vous dites, on essaye de leur dire, de leur faire entendre raison. Ils disent, mais vous m'apprenez quelque chose, je vais me renseigner. Ah. Et je dis, j'en suis ravie. Du coup, voilà. Donc après, c'est pour ça que dans la proposition de loi, quand on dit, on considère les copropriétés, c'est intéressant, 2/3. Mais nous, on a des copropriétés dans la vieille ville où les propriétaires non occupants de meublés de tourisme sont majoritaires. Ils sont plus nombreux que les gens qui habitent dans les Voilà, ça fait partie, pour nous, on a plusieurs points sur le « c'est formidable, mais ». Et donc, dans les copropriétés où les Airbnb sont majoritaires, ils vont voter pour eux, s'auto-protéger, entre guillemets, et les habitants, en fait, vont subir et ne pourront plus jamais s'exprimer. Là, il y avait peut-être une fenêtre, donc... Est-ce qu'on pourrait encore imaginer de dire les locataires peuvent voter ou les propriétaires occupants ont une voix double? Enfin, en tout cas, il y avait une tentative, en tout cas, de considérer les gens dans les logements, mais il y a un petit... Voilà, c'est une lecture à double tranchant, en fait, par rapport à cette possibilité. Monsieur Etchanis, vous avez... Oui, effectivement, et c'est quelque chose que je n'ai pas développé dans l'architecture du texte. Il y a effectivement un certain nombre de mesures sur les copropriétés. La personne qui souhaite faire du meublé de tourisme sera dans l'obligation d'informer son syndic. Ça, c'est la première des choses, ce qui paraît assez logique, mais qui n'était pas obligatoire aujourd'hui. Toutes les nouvelles syndics de copropriété, tous les nouveaux syndics de copropriété devront intégrer dans leur règlement le sujet des meublés de tourisme. Et donc devront dire si elles acceptent ou non au sein de leur copro, si elles veulent, si elles autorisent ou non. Et sur les copros existantes, on est venu passer effectivement de la majorité absolue à la majorité des 2/3. C'est déjà... je sais que ça ne va pas forcément assez loin, mais c'était déjà c'est un grand pas significatif pour venir essayer effectivement de contrer l'unique propriétaire qui bloque tout parce que lui-même fait déjà du meublé de tourisme et donc qui mettait en difficulté la copropriété. Donc on est déjà descendu... Il a le plus grand nombre de tantièmes, donc c'est lui qui décide. Ouais, c'est ça. Donc on est descendu aux 2/3, ça va déjà permettre de débloquer un certain nombre de situations parce qu'effectivement, on parle souvent de ceux qui n'ont pas accès au logement du fait des meublés de tourisme, mais on a aussi ceux qui subissent les nuisances des meublés de tourisme parce qu'ils sont voisins. Et c'est aussi, on nous a souvent dit, vous vous attaquez aux petits propriétaires, mais c'est aussi un texte qui défend les petits propriétaires qui ont mis toutes leurs économies pour avoir leur propre logement et qui subissent les nuisances, les fêtes, les roulettes et tout ce qui est, enfin les poubelles dans les parties communes, etc. Donc
voilà, on pose des jalons. Bien sûr qu'il va falloir aller plus loin, continuer, faire ce travail. Il y a aussi une mesure pour venir freiner ce sujet-là et qui fait un peu polémique parce qu'une des plateformes dit que ça ne sert à rien et en fait un peu son totem, c'est la possibilité pour les maires de descendre à 90 jours sur les résidences principales. Et je vais expliquer rapidement pourquoi on a fait ça. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut louer jusqu'à 120 jours sa résidence principale. Et nous, la question qu'on a posée dès le début, c'est qui est absent de sa résidence principale 120 jours ? 120 jours, c'est 4 mois. Qui c'est qui n'est pas chez soi pendant 4 mois, sachant qu'il y a déjà les exceptions pour les intermittents du spectacle et pour les raisons de maladie, etc. Ça ne rentre pas dans les 120 jours. Mais qui est absent vraiment de sa résidence principale 120 jours ? Personne. Enfin, on nous a toujours, en 2 ans, on ne nous a pas apporté la réponse. Et le fait de descendre à 90, effectivement, ça ne va pas libérer du logement, mais ça va permettre d'éviter les fraudes. Parce qu'on a un phénomène aujourd'hui de plus en plus conséquent sur la fraude de la résidence principale. C'est-à-dire des gens qui, dans les territoires qui faisaient déjà le changement d'usage, pour ne pas être soumis au changement d'usage, déclaraient leur résidence secondaire en résidence principale. Comme ça, ils n'avaient aucune déclaration à faire, aucune demande à faire auprès de la collectivité et pouvaient louer jusqu'à 120 jours. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'au moment de vendre, ils n'avaient pas la taxe sur la plus-value. Donc on se retrouvait dans un phénomène où ils fraudaient la règle et en plus au moment de vendre, c'était tout bénef avec des bascules. Enfin, voilà, moi je viens d'un territoire où la spéculation est de plus en plus forte, avec des exemples concrets de gens qui ont acheté, qui ont fait un peu de mobilier de tourisme, qui ont fait de l'argent, qui ont fait quelques petites rénovations et qui vendent le double, le triple, voire le quadruple en résidence principale. Ils n'y ont jamais mis habité vraiment et ils n'ont pas de taxe sur la plus-value. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui pour limiter cette fraude à la résidence principale. Et effectivement, ce qui manque au texte aussi, et ça j'entends les collectivités, mais c'est l'impossibilité pour nous parlementaires de le faire, c'est des moyens derrière pour venir contrôler et permettre aux communes d'avoir des agents qui viennent contrôler et s'assurer que les règles sont bien respectées. Mais ça, c'est plus du côté à ma droite qu'on pourra mettre des moyens pour les collectivités. Alors, on va reparler justement des contrôles avec vous, Madame Garcia, dans un instant. Mais je voudrais donner la parole à Michel Parent. Parce que quand on parle de gens, et vous parliez des gens modestes, qui ont une maison, qui habitent sur place et qui finalement ne peuvent plus arriver à loger leurs enfants, les proches, parce que partout, il y a du logement de courte durée. C'est votre cas à l'île de Léron. C'est un sujet que vous avez pris à bras-le-corps il y a quelque temps. Alors, pour des raisons fiscales, d'une part, pour le reversement des taxes qui étaient dues, mais je pense c'est un sujet qui vous, l'ensemble des élus, pas vous personnellement, mais qui vous obsède parce que c'est prégnant là-bas. Alors, dans une île, ce n'est pas un territoire comme les autres parce qu'on n'a pas d'arrière-pays. Les solutions, on doit les trouver donc infra-insulaires. Je me permettrai aussi un commentaire sur la tête de chapitre de l'atelier tourisme et logement. C'est plus compliqué que ça. Ça ne concerne pas seulement les salariés saisonniers. Ça concerne aussi les salariés qui sont là à l'année. Oui. Et c'est pour moi quelque chose de principal. Les collectivités ne peuvent pas recruter, les entreprises ne recrutent pas, les maisons de retraite non plus, le service d'aide à domicile non plus ne recrute pas parce qu'on ne peut pas loger. C'est ça notre vraie difficulté. On va par exemple avoir un projet pour les saisonniers de résidence hôtelière à vocation sociale. J'espère que vous subventionnerez donc cela. On attend la réponse favorable de l'État, mais on va faire 70 studios. On va résoudre le problème de 70 saisonniers. Quand il s'agit d'hébergement à l'année, ce n'est pas un studio, c'est des familles qu'il faut loger. C'est une maison d'habitation, donc la chose est beaucoup plus difficile. Et pour revenir au sujet qui a fait la une des médias internationaux, c'est-à-dire notre combat qu'on a mené contre Airbnb. Ce n'est pas contre Airbnb, hein, je ne fais pas de bashing contre Airbnb, encore qu'on peut s'interroger sur son efficacité et surtout sa redoutable efficacité. On l'a fait parce qu'en 2020, la loi a obligé les plateformes donc, à prélever les taxes de séjour sur les établissements non classés. Airbnb l'a fait de façon très médiocre en 2020, l'a fait de façon très médiocre en 2021. Il nous devait en moyenne 200 000 euros par an. 200 000 euros pour la communauté de communes de l'île de Léron, ça n'est pas rien. Donc on s'est dit, ça n'est pas acceptable. En plus, on est une île reliée par un pont, mais on a l'esprit insulaire. Donc nous, on n'a peur de rien et on s'offre tous les droits, y compris qu'une petite île de l'Atlantique affronte une multinationale. On n'avait pas d'état d'âme à ce sujet et quand on a la chance d'avoir un avocat performant qui nous dit on peut gagner, eh bien on y va. Donc on a mené le combat pour 2020, on a mené le combat pour 2021. Il y a 2 jugements qui ont été rendus provisoirement. Le premier, en 2020, on a eu 30 000 euros.
On souhaitait 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, c'était simplement l'arithmétique au nombre de nuitées par rapport à la taxe. On a eu seulement 30 000 euros. Donc ça ne nous a pas satisfait. En 2021, on a eu quand même 1 350 000 euros. C'était déjà plus significatif. Donc d'un côté, nous, on fait appel des 30 000 euros de 2020. De l'autre côté, Airbnb fait donc appel du 1 350 000 euros. Et ce sera jugé en février. Mais ça a quand même eu un intérêt, c'est qu'aujourd'hui, Airbnb, Le Bon Coin, toutes les plateformes respectent la règle maintenant et font qu'au moins pour l'île d'Oléron, et j'espère que ça concerne tous les territoires donc de la France entière, respectent la loi. Aujourd'hui, est-ce que vous dites que vous êtes plutôt dans un climat apaisé avec ces entreprises ? Alors, je vais le dire de façon discrète. On est entre nous, là. Personne ne nous entend, mais Airbnb était prêt à négocier 1 million d'euros pour qu'on arrête le procès. Ça veut dire qu'ils étaient tout à fait conscients qu'ils ne respectaient pas la loi et que leur attitude était plutôt une attitude apaisée. Aujourd'hui, pareil, Monsieur Etchanis, on est plutôt apaisé avec les grandes entreprises qui sont les opérateurs aujourd'hui et qui nous réunissent aujourd'hui ou pas ? Franchement ? Oui, franchement. Ça a été, oui, plutôt oui, même si ça a été quand même parfois compliqué. On a eu une opposition franche au début. Vous ne voulez pas entendre parler de la régulation en disant mais il y a déjà des outils, les communes ne les mettent pas en place. Il y a eu aussi une forme, et c'est le jeu du commerce, de sorte de greenwashing des plateformes qui se voulaient les grands partenaires des collectivités. Mais dès que les collectivités mettaient en place un règlement, alors, ce n'était pas la plateforme elle-même, mais il y avait une attaque en justice et avec des avocats qui étaient à peu près toujours les mêmes et qui avaient les mêmes choses qui étaient avancées. On a eu des notes blanches qui sont arrivées quelques heures avant une commission mixte paritaire. Et à titre d'exemple, et c'est une réalité, quelque part, c'est toute la complexité de ce sujet parce qu'aujourd'hui Airbnb s'est lancé dans le mécénat, notamment avec la Fondation du patrimoine qui vient financer un certain nombre de rénovations. Et il se trouve que le hasard a fait qu'ils sont intervenus sur ma communauté de communes via la Fondation du patrimoine. Voilà, le hasard est quand même bien fait. Donc voilà, ils ont... Voilà, ça reste une multinationale qui a des enjeux financiers et qui est parfois un peu prêt à tout sous couvert de jetant la main, quand même, d'être en capacité d'essayer de mettre des croche-pattes ou de préserver ses intérêts. C'est le jeu. On a réussi quand même à faire voter ce texte. Ils ont annoncé en début de semaine mettre à disposition des communes un logiciel qui permet d'accéder aux données. Encore heureux, c'est la loi. C'est obligatoire. Donc bon, voilà. Alors, on est effectivement dans une logique de dialogue. Moi, j'ai toujours répondu aux sollicitations des plateformes. On a échangé, on a discuté. Ils nous disaient pas forcément tout et on a découvert des notes blanches, etc. Bon, c'est le jeu. J'ose espérer qu'ils vont jouer le jeu, j'ose espérer qu'ils vont respecter les règles sur la taxe de séjour, sur l'accompagnement des municipalités, sur l'obligation d'avoir un numéro d'enregistrement et leur obligation qui va arriver de retirer les annonces qui sont frauduleuses. Voilà, dont acte, à laisser avoir à confirmer. Un point que vous avez, alors je vais vous demander de passer le micro à Sophie Garcia pour Annecy. Un point que vous avez abordé tout à l'heure, c'est finalement la rénovation et la qualité même des logements. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, logement classé tout en bas, EF, pas bon pour la location longue durée. On en profite, on en fait une location courte durée. Vous-même, vous avez rencontré les représentants de Airbnb France-Belgique. Vous êtes plutôt, là aussi, comme le dit monsieur le député, main tendue et ça s'est plutôt pas mal passé. Reste cette question de savoir comment faire en sorte que ces logements soient de bonne qualité. Là, comment est-ce que vous pouvez agir puisque vous avez ce dossier du bon logement, de la qualité du logement en charge dans votre commune? Alors en fait, je voudrais dire, eux sont arrivés main tendue. Eux sont arrivés maintenant. Nous, on a saisi une des mains qui était Airbnb vous propose à vous toutes les communes de mettre une adresse internet et de dénoncer les annonces de mauvaise qualité. En fait, voilà, les logements qui ne correspondent pas aux critères. Donc on a saisi cette main-là en disant là il y a du danger, là c'est pas conforme. Donc depuis un certain temps, la ville d'Annecy en réfère à Airbnb qui donc, saluons, est la première à le faire.
mais voilà, de permettre en fait aux communes de renvoyer l'annonce à celui qui les met en ligne pour qu'elle soit interdite, ça c'est un premier pas. Il n'en reste pas moins, ensuite il y a Le Bon Coin, il y a Facebook et tout ça, et moi je voudrais que toutes les plateformes soient soumises au même régime. Après, pour faire un petit peu d'historique, je veux dire, Airbnb, le R, au début, c'est l'ère du matelas gonflable. Au tout début, Airbnb, c'était le matelas gonflable, on était chez les gens. Après, on était à côté des gens, et c'est quand les gens ont été mis de côté que nous, on s'est dit qu'il fallait agir. Et on s'est dit, là, on a la pression des riverains qui souffrent, donc les punaises de lit, le bruit, on a la pression des habitants qui ne peuvent pas se loger, la pression des entreprises qui ne peuvent pas recruter, la pression des hôteliers qui sont soumis à des contraintes, le tri, la conformité électrique, la conformité incendie et tout ça. Et on s'est dit, en fait, on ne peut pas ne pas agir. Et donc, il faut réguler, il faut connaître les logements, connaître le statut de ceux qui les louent, connaître la qualité de ces logements pour permettre, en fait, une régulation. Et toutes les villes, en fait, qui font des règlements sont attaquées. Et on traite ces règlements de stricts. Au bout du bout, on n'interdit pas tant que ça. On veut juste avoir la main et dire on veut déconcentrer en fait ce phénomène. Et il faut protéger, comment dire, et la vie sociale et la vie structurelle en fait des bâtiments. Nous, ce qu'on constate, c'est la déperdition de la notion de voisinage. Là, il n'y a pas longtemps, on a frôlé le drame parce qu'il y a un habitant sur 12 logements. Il y a une inondation géante et il n'y a plus personne, il n'y a plus de propriétaires occupants. On a des arrêtés de péril en fait qui augmentent. Et on a des défauts structurels avec des morceaux de façade qui peuvent tomber sur les gens. Parce que quand on habite chez soi, on prend soin de son logement. Quand on n'est pas là, en fait, on n'agit pas. Et la ville d'Annecy met une enveloppe et aide les copropriétés à payer les toitures, les travaux, les communs. On a de moins en moins de demandes. On se remet nous en question, mais en fait, les gens n'habitant plus là, ils ne nous demandent pas d'aider à faire des travaux. Donc là, on va essayer de mettre une OPA, mettre le permis de louer. Moi, j'avais même l'idée d'un permis de louer tourisme, parce que le classement Atout France, c'est vérifier qu'on peut recevoir avec un grille-pain, un appareil à fondu. C'est pas en fait vérifier que le logement est conforme. Et donc c'est pour ça que dans cette loi, pour moi la première vertu de cette loi, c'est qu'elle existe. Et donc dans les années 60-70, on a voulu favoriser le tourisme. Et sans s'en rendre compte, il y a un laisser-faire qui a rendu ça, cette possibilité exponentielle. Et aujourd'hui, on se rend compte de toutes les mailles du filet à travers lesquelles ces meublés de tourisme passent, notamment le DPE, notamment sur le fait que quand un immeuble est frappé d'arrêté de péril, les loyers des propriétaires sont mis sous séquestre jusqu'à ce qu'ils fassent les travaux, sauf les meublés de tourisme. Et donc là, cette loi, en fait, c'est un cadre. Et quand on a un cadre, on sait si on est dehors ou dedans. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un éventail en fait, de modalités et de possibilités. Chaque maire en fait, pourra puiser et pourra rédiger un règlement adapté. Et je suis satisfaite de voir qu'on rentre même dans le logement et qu'enfin, on peut exiger la conformité incendie, la conformité électrique. Je rajouterais bien la plomberie aussi, puisqu'en fait, on a des désordres, des dégâts des eaux. Le fait qu'on considère l'éco-pro, ça c'est plaisant aussi. Et le fait que justement, on demande des justificatifs aux propriétaires. Parce que nous, on reçoit les courriers, on voit les photos. Et le classement, en fait, donc la fiscalité, c'est là où on est semi-satisfait. On aurait voulu mettre tout le monde au même niveau, puisque le fait d'être classé meublé fait déjà partie de nos critères, comme La Rochelle par exemple. Et le classement, il n'est pas si difficile à avoir. Et surtout, il est vérifié tous les 5 ans. Et donc, on a des suites luxueuses avec un jacuzzi, voilà, qui ont 3 étoiles depuis 4 ans. Et en fait, ce logement est infâme. Parce qu'on paye, on sous-paye aussi des conciergeries. Et donc, les gens ne comprennent pas, parce qu'ils passent par l'office du tourisme. Ils louent des logements et ils pensent que les villes sont responsables et que quelqu'un contrôle la qualité de ces logements. Et donc, c'est la dernière chose que je voulais dire, mais la frontière, c'est la limite, la porte entre le privé et le public. Et tant que c'est privé, les gens font ce qu'ils veulent. Ils n'en réfèrent pas forcément à la copro, ni en termes de travaux, ni en termes... Mais nous, publics, on ne peut pas y aller. Et les gens ne comprennent pas que ces logements ne soient pas contrôlés, ne soient pas vertueux. Et en fait, on n'a pas la main. Et dès qu'on passe la porte en bois, en fait, on ne peut plus y aller. Et donc, voilà, c'est cette loi, en fait, qui demande aux gens de se justifier, de prouver qu'ils sont propriétaires, de prouver que le logement est décent, de prouver que le logement répond aux normes de sécurité. C'est la moindre des choses. Puisque là, voilà, comme je vous dis, nous, on a des périls structurels et on se fait du souci en termes de sécurité. Voilà qui est dit et qui est clairement dit. J'entends des applaudissements timides, mais je sens que vous avez fait l'unanimité. Catherine Lhéritier, pardon. J'ai vu que vous aviez opiné du chef tout à l'heure quand on parle de qualité simplement de logement, parce que ça fait aussi partie de l'image que donne la commune, que donne le département. Dans le département du Loir-et-Cher, vous avez même une charte bien vivre et bien accueillir les gens. Comment est-ce que vous maîtrisez ça, justement, dès lors qu'il y a un business qui se fait autour de ça ? Alors, de toute façon, c'est vrai que quand on est un département touristique, on a avantage à ce que les services soient de qualité, quoi qu'il en soit.
Et donc, c'est en conventionnant avec les propriétaires des logements qu'on parvient à obtenir une meilleure qualité. Mais c'est quand même un travail de fond. Et ce que vous avez démontré, parce qu'on est un département touristique, c'est un fait, mais on n'est pas au niveau d'activité de ce que vous décrivez. Donc, pour un département comme le nôtre, c'est sans doute un peu plus aisé de s'entendre avec les opérateurs, de s'entendre avec les propriétaires. Mais je crois que ce qui a beaucoup évolué sur les territoires et qui a fait que peut-être on pouvait perdre cette qualité, c'est qu'effectivement, les logements saisonniers se sont développés sans que ce soit dans les habitations des propriétaires. C'est que pour une commune, tant que le propriétaire aménage son logement, il est là. C'est ce que vous disiez, quand on est propriétaire et quand on vit dans son logement, on l'entretient. Et ça, je pense que c'est important de le privilégier. Lorsque vous avez affaire, comme c'est le cas dans la commune que j'évoquais tout à l'heure, là, qui est proche du zoo de Beauval, où ce sont des investisseurs extérieurs qui achètent les bâtiments, donc qui les organisent simplement pour de la location saisonnière, après, c'est là qu'on trouve des dérives. Donc, je pense que c'est aussi dans les... Bon, c'est pour ça que c'est important que la loi permette de moduler et que ce soit à l'échelon des communes qu'on puisse le faire. Parce qu'en fait, chaque commune connaît la particularité de son territoire et c'est à ce moment-là qu'on peut intervenir sur les propriétaires. Après, alors, la loi va beaucoup nous aider, mais après, c'est beaucoup de l'échange aussi et de la conviction qu'il faut avoir avec les propriétaires. Je voudrais avoir l'avis de Vincent Montrieux. Pardon, je ne vous ai pas donné la parole jusqu'à présent, mais je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, communément appelé DHUP. Quel est votre sentiment? Maintenant, vous avez entendu et les questions fiscales, et les questions de réglementation, et les questions de qualité de l'habitat, etc. Vous, DHUP, comment est-ce que vous recevez la chose? Alors, merci. Alors, effectivement, ce qui nous est apparu particulièrement intéressant dans l'initiative des parlementaires qui a abouti à cette proposition de loi et avec laquelle le gouvernement a beaucoup travaillé pendant ces 2 ans et demi, ça a été vraiment un travail collaboratif. Ça a été d'ajouter une brique à cette brique générale qui a été évoquée par Madame la ministre du Logement ce matin. Hein, c'est sur la problématique du logement. C'est à la fois aller chercher les logements vacants, c'est à la fois faire de la construction de logements, si bien le logement classique que du logement social, et c'est également lutter contre l'attrition résultant de la multiplication des meublés de tourisme. Et cette loi, effectivement, comme cela a été rappelé par l'ensemble des intervenants et effectivement détaillée, elle constitue véritablement une boîte à outils. Et on voit bien à la faveur des différentes interventions que cette boîte à outils répondait à une véritable attente. Donc je ne serai pas plus long parce qu'elle a été parfaitement présentée. Juste pour indiquer que, bien évidemment, côté ministère, nous allons continuer à poursuivre l'accompagnement des collectivités. Je pense que Madame la ministre Zouliris parlera notamment du volet enregistrement avec l'outil qui va être développé par la Direction générale des entreprises. Et nous, de notre côté, peut-être plus pour insister sur également l'aide qu'on peut apporter aux collectivités. Je pense notamment à la servitude de résidence principale. C'est vraiment un outil dont il faut que les collectivités se saisissent. Il y a une véritable attente, car cela permet effectivement de proposer à des habitants, dans des situations où véritablement leurs habitants n'arrivent plus à se loger, de proposer une réponse véritablement opérationnelle. Et puisqu'on voit bien que finalement la question de résidence secondaire, au niveau moyen, au niveau national, elle est d'environ 10%. Donc on pourrait se dire que finalement, ce n'est pas un vrai sujet. Mais vous avez des communes où vous avez 60-70% de résidences secondaires qui sont notamment utilisées pour du meublé touristique. Et plus aucune capacité pour les habitants locaux de pouvoir se loger. Et cet outil est vraiment efficace. Et ce qu'on peut, alors évidemment, les directions départementales des territoires seront à votre disposition pour vous accompagner dans l'évolution de vos documents d'urbanisme sur ce sujet. Et j'insiste sur le fait que c'est simple. On a prévu spécifiquement, enfin ça a été prévu dans la loi, le fait qu'il soit une modification simplifiée. La modification simplifiée, c'est une mise à disposition du public qui dure 1 mois. Donc c'est une procédure qui peut être modifiée en 6 à 9 mois. C'est vraiment quelque chose de très simple. On est toujours, c'est vrai que c'est assez logique, les élus sont toujours parfois inquiets à l'idée de faire à nouveau évoluer leurs documents d'urbanisme compte tenu de la lourdeur que cela peut être. Mais là, avec un objet très ciblé,
allez-y sans difficulté, ça prendra peu de temps et vous aurez vraiment un effet de levier très, très efficace. Merci pour ces précisions et cet accompagnement que vous proposez aux communes. Michel Parent, vous avez une idée du pourcentage? Justement, Monsieur Montrieux faisait référence, disait jusqu'à 70%. Vous avez une idée chez vous ce que ça représente? Je vous donnerai la photographie de l'île d'Oléron. Il y a 8 communes, la plupart sont à 60-70% de résidences secondaires avec toutes les conséquences que cela peut avoir. C'est catastrophique. Et c'est pour ça qu'on a été obligé de prendre l'initiative. Donc, d'abord, je salue le législateur. En général, les élus locaux sont plutôt critiques à l'égard des législateurs. Là, je vous salue, hein, c'est une première. Mais je m'en réjouis. Et puis, on a par exemple fait évoluer le SCOT. On a dans le SCOT délibéré pour que 50% d'un projet de lotissement soit consacré à la résidence principale. Donc là, vous avez pris la main là-dessus. Exactement. Alors ça a fait tousser les promoteurs. Auparavant, les promoteurs, quand ils arrivaient chez le maire, ils tapaient à la porte ou ils ne tapaient pas. Et puis ils présentaient leur projet en disant vous signez en dessous. Et puis ça y est, comme ça, vous aurez 50 ou 100 logements de plus. Aujourd'hui, ils nous sollicitent pour un rendez-vous en nous disant qu'est-ce que je peux faire. Donc ça a complètement changé la donne et ça a créé un rapport de force promoteur et collectivité totalement différent. Et c'est vous pour ce qui concerne donc l'alimentation donc des meublés de tourisme, nous on a pris une décision qui n'est pas encore validée, elle le sera au printemps prochain, et bien de geler au moins les meublés de tourisme dans un premier temps. Très bien. Oui, Sophie Garcia. Oui, pour parler des résidences secondaires. Voilà, moi j'allais dire en fait on utilise tous le mot résidence secondaire mais ça n'en a plus que le nom. Pour nous, ce qu'on voit, c'est que ça devient juste un bien d'amortissement, d'investissement, de rentabilité. Les gens achètent pour faire du meublé de tourisme. C'est pas quelqu'un qui a une maison et qui la loue un petit peu comme ça. Oui. C'est qu'on l'achète. Sauf que nous, on se dit le logement est un droit fondamental, c'est une réponse aux besoins primaires. C'est pas une voiture, c'est pas des actions en bourse, c'est le logement. Et nous tous élus, on essaye de mettre des logements sur le marché pour tous les segments de la population, tous les types de population. Et là, en fait, ce ne sont plus des résidences secondaires. Ce sont des moyens de. Et là, à Annecy, moi j'ai calculé, là, on a 70 personnes qui ont entre 5 et 10 appartements en résidence secondaire, en meublé de tourisme. On a 10 personnes qui en ont plus que 10. Je fais une moyenne, 80 personnes ont 600 appartements. Et donc, moi, je dis, c'est pas nous élus, ce sont les multipropriétaires qui ont le pouvoir de loger les gens. Et donc, à un moment, on gagnait peu. Entre 1 000 € par mois et 4 000 € avec 1 000 €. En fait, c'est dur de dire aux gens, faites machine arrière. Parce qu'ils ont fait des calculs, ils ont amorti, et on ne parle jamais des banques qui incitent aussi à faire ça. Et nous, on est attaqués en justice par les multipropriétaires et les représentants des conciergeries qui en appellent au respect de la propriété privée. On n'empêche pas les gens de posséder. On dit juste qu'il faut ramener le logement vers sa fonction première, qui est l'habitat. Et rappelez-vous, comme c'est dur de trouver un logement, les preuves, les justificatifs qu'il faut. Et là, nous, on a un propriétaire sur 2 qui en a un. Donc, dans notre règlement, c'est ça que je voulais dire au maire, on décide de 1 par personne. On décide que c'est 5 ans. Mais la loi a dit pas plus que 5 ans. Donc on a des questions. Et on décide aussi de faire des périmètres. Et ce que permet cette loi, c'est les quotas. Et nous, on était très concentrés sur la notion de propriétaire parce que personne physique, personne morale. Et ces règlements sur lesquels on travaillait ne concernaient que les personnes physiques. On contraignait, mais pas les personnes morales. Donc là, il y avait un déport possible. Et on avait une agglomération qui ne voulait pas forcer la compensation. Donc nous, Annecy, on était dans une impasse. Donc la notion de propriétaire nivelait ça. Elle a disparu, mais les quotas, en fait, permettent de traiter les logements et pas le statut des propriétaires. Parce qu'une personne peut être personne physique, personne morale, SCI, on ne sait pas. Il ne faut pas non plus que ce soit les conciergeries qui déclarent les appartements. Il faut qu'il y ait un numéro, un logement, une personne. Il faut cette transparence en fait que promet la loi, parce que voilà, ça n'était pas clair. Et donc. Et si les conciergeries déclarent finalement le résultat elles-mêmes au final? En fait, on ne sait pas qui sont les logements. Et nous, on veut savoir... Enfin, là, on demande des justificatifs de propriété, parce qu'on a aussi des sous-locations. On ne traitait que les personnes physiques et les personnes morales. La compensation, ça aurait été, les gens qui en ont 7, ils doivent en racheter 7. Et il faut que les communes prouvent qu'il y a assez de logements pour que cette loi... Et on était bloqués. Donc là, les quotas, c'est ce que je voulais dire à tous les élus qui sont ici. Vous décidez du nombre maximum de meublés de tourisme dans votre commune. Vous faites des périmètres ou des sous-secteurs. Et nous, ce qu'on a fait là, on sait que dans la vieille ville, vu ce qu'on a décidé, on ne donnera plus d'autorisation avant 2028 ou 2029, jusqu'à ce qu'on atteigne ce quota. Et après se pose la question du renouvellement. Et donc on est en bras de fer avec ces conciergeries, ces multipropriétaires qui veulent qu'on autorise 6 par personne, reconduction tacite, automatique. Donc c'est très compliqué en fait de lutter contre ceux qui étaient déjà là et qui avaient fait des calculs. Ouais. Et nous on arrive, on représente la répression alors que personne n'a jamais écrit dans le marbre que Airbnb c'était 1 000 € par semaine à vie.
Mais il y a des vents contraires, en fait. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont porté cette loi, qui vient d'en bas, et dire toutes ces heures de travail avec France Urbaine, les élus, les habitants, les parlementaires. En fait, cette loi, vraiment, pour moi, c'est la concrétisation d'un chemin, mais très long, avec beaucoup de matière grise, vraiment dans le sens de l'intérêt général. Donc oui, c'est perfectible, mais au moins, voilà, ça a le mérite d'exister, ça va nous permettre de réfléchir dans le bon sens. Monsieur Etchanis, vous voilà remercié. Vous voulez dire un mot et puis après... Oui, un mot avant de passer la parole à Madame la Ministre. Effectivement, il y a un sujet aujourd'hui sur ce que c'est une résidence secondaire. Et ça a perdu tout son sens parce qu'on a effectivement le principe de la résidence secondaire, c'est celle où on va de temps en temps en week-end, en villégiature. Et aujourd'hui, tous les biens qu'on possède, hormis sa résidence principale, sont de la résidence secondaire. Donc il y a un travail à faire sur la redéfinition. Alors, j'ai entendu la ministre qui a annoncé ce matin le statut du bailleur. Oui, il faut y aller, mais qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Et il y a un principe aussi qui est la réalité. Aujourd'hui, 50% des biens mis en location sont détenus par 3,5% de propriétaires. Donc effectivement, on parle souvent du petit propriétaire, mais il y a une masse assez importante de multipropriétaires qui ont une influence non négative sur le logement et qui font malheureusement du logement un bien de rentabilité, un bien d'investissement et non pas un bien de première nécessité. Et on dit souvent chez nous pouvoir se loger et vivre au pays et surtout le droit d'avoir un logement avant le droit d'en avoir deux. Et enfin, un dernier exemple pour aussi saluer le travail des maires parce que et je vais prendre l'exemple d'une de mes vallées dont un maire est présent, la vallée d'Aspe. C'est un territoire, comme beaucoup en France, qui ont été en déprise démographique, qui ont connu une baisse significative de la population. Et on a eu des maires qui se sont mobilisés, qui se sont battus pour maintenir les services publics, pour maintenir les écoles, pour requalifier le centre du village, pour faire venir des commerces de proximité, pour redonner de la vie à ces lieux, et qui ont vu du coup aussi un attrait touristique et des gens se dire finalement on y vit bien, on va y aller en vacances, et une fois qu'ils sont venus en vacances, ils se dire vu que c'est en déprise, les prix sont pas chers, et on va pouvoir acheter une maison pour pas grand chose. Et en fait on est arrivé un peu au serpent qui se mord la queue, encore une fois, avec des maires qui se sont retroussés les manches, qui ont dit moi je veux faire vivre mon village, je veux faire vivre ma vallée, je veux faire revenir des entreprises, je veux faire revenir de la vie. Et en fait c'est le tourisme qui est arrivé un peu trop vite, un peu trop fort, et qui se retrouve dans une situation où ma génération issue de ces vallées n'a plus les moyens d'acheter ou de louer dans sa ville, dans sa commune ou dans son périmètre. Et moi je juge ça aujourd'hui pas acceptable. Le tourisme, oui, mais que les gens avec qui j'étais au collège, au lycée ou à la fac puissent dire je ne peux pas vivre là où j'ai grandi, là où mes parents sont, où j'ai mon travail. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc il faut, oui, la réglementation et donner des outils aux maires qui se battent jour après jour pour maintenir leurs écoles, pour maintenir leur boulangerie, pour maintenir leur charcuterie, et que des touristes, c'est bien, mais des habitants, c'est encore mieux. C'est bien. Merci beaucoup pour ces présentations et ces précisions. Madame la Ministre, c'est à vous. Bien, je vais venir à côté de vous, si vous le permettez. Eh bien, avec grand plaisir. Alors, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Monsieur le ministre, cher Thierry, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les maires et élus, monsieur le député, cher Inaki. C'est vrai qu'avec Inaki, on a beaucoup travaillé sur les bancs de l'Assemblée côte à côte. Et vous voyez, monsieur le maire, vous pouvez avoir, je m'adresse à monsieur le maire de l'île d'Oléron, vous pouvez avoir des parlementaires qui font un bon boulot, voilà, et puis qui après peuvent devenir ministres parce que vous avez aussi des parlementaires élus locaux, voilà, et qui sont aussi ministres élus locaux. Et je crois que c'est important de le souligner parce que je crois que la connaissance fine des territoires, peut-être un jour, je te le souhaite, la connaissance fine des territoires est extrêmement importante quand on mène un travail, me semble-t-il, de parlementaire, et vous avez eu raison de le souligner. Alors peut-être pour vous dire plusieurs choses. Vous avez rappelé qui j'étais et quels étaient les points sur lesquels j'avais eu l'occasion de travailler. Élu savoyard, nul n'est parfait, n'est-ce pas Thierry? Quand on vient d'un département touristique, comme vous avez parlé de la spécificité de votre territoire dans le Loir-et-Cher, le PIB du tourisme en Savoie, c'est plus de 50% aujourd'hui qui est lié au tourisme. Donc autant vous dire que nous, on connaît très bien la problématique aujourd'hui du tourisme et de ce que ça peut rapporter sur les territoires. Alors, moi, j'avais beaucoup travaillé sur les questions liées à la problématique des lits froids, notamment en montagne, qui est
très particulière à la montagne française, mais qu'on retrouve aussi sur le littoral, dans beaucoup de communes du littoral qui ont des grands ensembles. Donc c'est tous les plans de développement du tourisme qui avaient existé à l'époque. Et puis bien évidemment, après sur la fiscalité locative, très en lien avec Inaki. Donc c'est des sujets sur lesquels on était déjà alertés depuis très longtemps. Alors je voudrais faire un rappel quand même, c'est que l'économie touristique en France, c'est 7,5% de notre PIB, c'est plus de 2 millions d'emplois, c'est plus de 200 milliards d'euros de recettes. Donc autant vous dire que c'est un poids qui est extrêmement important dans l'activité économique de notre pays et de nos territoires et qui fait vivre de nombreuses personnes aussi. Et donc c'est pour ça que dans le texte tel qu'il a été travaillé à l'Assemblée, il y avait parfois des voix dissonantes. J'en faisais partie pour dire attention aux équilibres. Et Madame le maire, vous avez eu raison de le rappeler. Même sur un département, on a des situations qui sont extrêmement hétérogènes. Et donc c'est pour ça que ce texte, moi j'ai salué sa construction, parce qu'il vous redonne des pouvoirs, il redonne à l'élu local les clés pour aménager sa commune et pour mieux organiser aujourd'hui le logement et notamment la régulation des meublés touristiques. On prend un exemple, vous l'avez cité, si on prend un département, vous pouvez avoir des communes, par exemple dans les Hautes-Vallées alpines, où vous avez parfois plus de 80% de résidences secondaires sur des stations. Et puis vous allez aller dans un village plus rural, où aujourd'hui vous allez avoir des taux, vous allez être moins de 5%, voire même sur des communes urbaines ou communes de Chambéry, purement parlé, je crois qu'il y a autour de 5% de résidences secondaires. Donc, vous voyez, on a vraiment des enjeux très très disparates, donc ça implique évidemment qu'on fasse de la différenciation, et je crois que les élus locaux, tout le monde appelle cela aujourd'hui de ses voeux. Ce que je voulais vous dire, c'est quand on parle tourisme et logement, moi je vois 3 dimensions. La première, bien sûr, c'est la dimension pour loger les gens qui vivent et travaillent du tourisme. Donc on pense bien évidemment à la question du logement saisonnier qui est importante, et puis le logement aussi de nos professionnels permanents. Alors il y a des plans qui sont déployés sur le sujet par l'État, qui sont menés bien sûr très en lien avec les acteurs aujourd'hui et avec les collectivités, notamment sur la question saisonnière. Le deuxième volet, c'est tout ce qui va concerner aujourd'hui nos capacités d'accueil. Ça a été dit également. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une offre d'hospitalité française qui soit au niveau aussi de l'attente de nos clientèles. Puisque vous savez qu'on est sur un segment qui est extrêmement concurrencé, et donc il faut qu'on réponde aussi aux attentes de nos clientèles. Et là, on touche la qualité de l'hospitalité, c'est-à-dire la rénovation énergétique des biens, la sécurité dans les biens. Et c'est pour ça que dans ce texte, il est bien aussi, il fallait qu'on traite ce que j'appelle moi les bons élèves, c'est-à-dire ceux qui se classent. Et on reviendra sur la question du classement, parce que vous savez que sur en gros le plus d'1 million aujourd'hui d'unités de meublés touristiques, vous avez seulement 186 à 189 000, on n'est pas tout à fait d'accord sur le chiffre, meublés classés de tourisme. Donc c'est-à-dire c'est très peu, mais finalement ce sont souvent ces petits propriétaires qui sont bons élèves, qui classent leurs biens et qui ne sont pas sur les plateformes, mais qui sont souvent en lien directement avec les centrales de réservation de nos offices de tourisme. Donc voilà, donc ces cibles particulières, et c'est pour ça que le texte a fait l'objet d'un consensus entre nous, font que voilà, il fallait quand même qu'on ait un regard sur notre capacité et notre qualité surtout d'accueil. Et puis enfin, la troisième dimension, c'est celle de l'acceptabilité des activités touristiques aujourd'hui. Et là, on est vraiment dans le cœur du sujet, parce que quand on parle de ces phénomènes, alors on n'aime pas trop le dire dans le milieu du tourisme, mais c'est les termes qui sont utilisés par le grand public, c'est ces phénomènes de surtourisme qu'aujourd'hui nos populations subissent. Donc on parle de surfréquentation. Je regarde parce qu'on a Jean-Virgile Crans dans la salle, qui est le président de la CAT, la Confédération des acteurs du tourisme, mais qui a aussi un gros défaut parce qu'il est maire adjoint à Saint-Malo. Et vous savez que Saint-Malo a notamment gagné une procédure sur le zonage et les quotas, donc il connaît bien ces sujets. Et donc sur ce problème d'acceptabilité du tourisme aujourd'hui, la question du logement est souvent le premier point. Après, on a les ressources et souvent les mobilités qui arrivent. Mais vraiment, la question du logement, c'est le premier point pour l'acceptabilité du tourisme aujourd'hui, parce qu'on sait, et Inaki l'a rappelé, qu'aujourd'hui, nos populations ne peuvent plus vivre, travailler au pays, et donc ça crée vraiment un sujet. Donc sur ces 3 volets, cette loi, elle est venue adresser... à l'époque, j'étais parlementaire, donc j'ai contribué aussi au travail, et je remercie donc Inaki et puis également sa collègue Lemeur d'avoir porté ce texte. 2 volets, je schématise, hein, mais vous aurez vous pourrez rentrer dans le détail. Les outils, vraiment à la main des maires, qui sont très importants, et puis la fiscalité, le volet fiscal. Alors sur le volet des outils, on l'a dit, c'est l'enregistrement obligatoire. C'est le DPE qui était très utile parce qu'on avait ce phénomène d'évasion aujourd'hui. Comme on n'avait pas l'obligation en meublé touristique, on ne voulait pas faire les travaux ou on n'avait pas les moyens de faire les travaux.
Donc on partait sur le meublé touristique. La question des quotas qui est importante, qui a été également abordée. Et puis un point qui était extrêmement, je prends les points les plus saillants, il y a beaucoup de mesures, mais celle-ci c'est pour moi les plus saillants, c'était la question de la servitude de logement permanent qui était extrêmement demandée par les communes, notamment dans les zones très très tendues et très soumises à une pression touristique. Je pense notamment aux communes de montagne qui nous demandaient, les grandes stations qui nous demandaient beaucoup de mettre en œuvre cette servitude de logement permanent. L'ANEM et l'ANMSM avaient beaucoup travaillé sur ce sujet notamment. Donc l'idée c'était quoi? C'était vraiment de vous rendre la capacité d'organiser les flux et le développement ou la régulation des meublés de tourisme sur vos territoires communaux. Parce que, vous l'avez rappelé, d'une commune à l'autre, parfois d'une rue à l'autre, c'est pas la même situation parce que vous pouvez avoir un point d'attractivité touristique sur votre commune. Si on prend une grande commune comme Paris, on voit bien qu'en fonction d'un arrondissement à l'autre ou proche on n'a pas les mêmes problématiques. Deuxième volet qui était le volet fiscal, qui est le volet fiscal de la loi. Alors, le volet fiscal, il rééquilibre les choses, il remet de la justice et de l'équité fiscale. On avait un accord ensemble, et donc ce sera ce qu'il nous reste à faire, parce qu'il nous reste du chemin à parcourir, c'était de dire aujourd'hui, il faut qu'on rééquilibre les choses entre le NU, la location de longue durée, et la location touristique. Donc on a trouvé un consensus, et c'était pas évident quand même de trouver un consensus. Alors il y avait la question bien sûr du meublé classé, mais il y avait aussi la question avec les acteurs, puisque l'hôtellerie qui demandait aussi qu'on rééquilibre les choses. Donc vous voyez, ça a été des discussions qui ont été longues, et je remercie les rapporteurs parce qu'ils ont bien fait le boulot, ce qui fait qu'on a réussi à atterrir sur la commission mixte paritaire. Il fallait bien évidemment aujourd'hui arriver par rapport au rôle des plateformes, je ne citerai aucun nom, faire attention aussi parce que dans les équilibres qui sont aujourd'hui existants sur le territoire, il y a des secteurs où effectivement, c'est le cas de la ville d'Annecy, vous allez subir la pression des plateformes, et puis il y a des secteurs où sans les plateformes, vous n'avez plus d'hébergement touristique parce qu'il y a eu une déprise de l'hôtellerie ou alors parce qu'il n'y avait pas de parc hôtelier existant. Donc vous voyez que les choses ne sont pas aussi faciles et donc il fallait vraiment qu'on fasse très attention. Alors sur la suite, on a beaucoup de choses à faire. D'abord les décrets d'application. J'ai entendu. Donc moi j'ai signé la loi la semaine dernière, le président de la République l'a promulguée cette nuit, vous l'avez rappelé. Les décrets d'application. Alors oui, il faut qu'on les rédige vite. Mais il faut aussi, et là je suis d'accord avec vous, les rédiger au plus juste, c'est-à-dire en respectant l'esprit du législateur. Et là, on sait que souvent, on peut un peu... Voilà. Vous voyez, on n'est pas tout à fait parfois en phase avec l'esprit du législateur. Donc ça, c'est mon rôle. Et voilà, et nous serons très attentifs avec les différents services, mais comptez sur les petits copains pour nous tenir la bride courte, pour qu'effectivement, on fasse les choses le plus proche possible de l'esprit de la loi. Bien sûr, derrière, il faudra qu'on suive aussi. Parce que moi, je crois beaucoup à l'évaluation dans nos politiques publiques que vous faites très bien dans vos communes. Il faudra qu'on suive pour pouvoir après rebouger le trait éventuellement. On va également donc mettre en œuvre cette fameuse API meublée, cette plateforme. Alors moi, je l'ai vu tourner. Je suis allée voir la DGE, puisqu'elle est portée par la Direction Générale des Entreprises à Bercy. Je suis allée voir comment elle tournait. Il y avait déjà des communes qui étaient en test. Annecy vient de nous rejoindre, d'ailleurs, dans le test. C'est très efficace, c'est très bien fait. Les plateformes d'intermédiation, je vous le dis, jouent le jeu. Donc tout à l'heure, on disait comment se positionnent ces acteurs. Ils jouent le jeu aujourd'hui. Certains plus moteurs que d'autres, mais celui qu'on a beaucoup cité est plutôt très moteur, je tiens à le dire. Voilà. Donc c'est bien parce que ça nous permet justement d'avoir un suivi. Enfin, ça nous permettra d'avoir un suivi. Elle va encore nécessiter qu'on l'upgrade un peu, comme on dit en bon patois. Pourquoi ? Parce que comme du coup l'obligation d'enregistrement va s'étendre, du coup il faut qu'on monte un peu les fonctionnalités par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ. Donc elle est en cours de déploiement. En tout cas, elle va être opérationnelle rapidement et ça c'était très attendu. Pour la suite, alors après la DHUP a rappelé, pour la mise en œuvre notamment des servitudes, bien évidemment, on va simplifier les choses. Alors, de la vraie simplif, on se le dit. Voilà. Message reçu. Voilà. Alors ensuite, concernant la suite, parce qu'on a encore du boulot à faire, moi je vois plusieurs choses. D'abord, ça a été rappelé, nous étions plusieurs à penser, et je le pense encore aujourd'hui, et c'est l'esprit également de ce qu'a pu vous présenter ma collègue en charge du logement sur le fameux statut du bailleur,
il faut absolument aujourd'hui qu'on arrive à avantager, à favoriser la location nue ou de longue durée, parce que vous pouvez faire aussi du meublé de longue durée. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à améliorer la relation bailleur-locataire. Je crois qu'on a vraiment des sujets à faire et il faut qu'on avance. Et c'est peut-être un des points les plus difficiles, me semble-t-il. Le deuxième point, c'est la question de la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value, qui est un truc un peu technique. C'était l'article 4 de la proposition de loi, qui n'y figure plus parce qu'il a été intégré dans le PLF, dans le projet de loi de finances, c'est l'article 24 du projet de loi de finances. Donc pour ramener de l'équité, de l'égalité fiscale, on a décidé de réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value pour les loueurs meublés non professionnels. Mais j'attire votre attention sur des petits objets obscurs du désir qui sont les résidences gérées. Or, les résidences gérées, nous en avons besoin sur nos territoires. 3 types de résidences. Résidence de tourisme, ça me concerne. Résidence étudiante, ça concerne beaucoup d'entre nous. Résidence senior, ça nous concerne tous. Or là, force est de constater que changer le modèle sur ce genre de biens tout de suite, alors que des gens ont investi, peut accentuer, en tout cas fragiliser les modèles économiques de ces résidences gérées, voire peut accentuer le démembrement de certaines résidences, notamment des résidences de tourisme. Et c'est des phénomènes auxquels on assiste aujourd'hui. Donc, nous avons réfléchi. Il y a des amendements qui ont été présentés à l'Assemblée. Bon, le texte n'ayant pas été... Voilà. Donc, je le dis pour ceux qui sont proches des sénateurs dans la salle. Il y a des amendements qui proposeraient justement que ces résidences gérées, à partir du moment où le bien est soumis à bail commercial, c'est-à-dire engagé sur 9 ans, puissent justement permettre de ne pas être soumis à la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. Moi, je pense que c'est plutôt intelligent pour préserver ces modèles dont nous avons besoin, parce que je vous rappelle que les résidences étudiantes, notamment, peuvent servir aussi à accueillir nos saisonniers dans la période où ils ne sont pas occupés. La boucle est bouclée. Deuxième chose, c'est la question des gîtes ruraux et des chambres d'hôtes. Ça a été abordé, puisque vous savez qu'aujourd'hui, ils sont considérés comme des meublés de tourisme. Or, on voit bien que dans le Code du tourisme, il n'y a aucune définition du gîte rural aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui fait un peu une de nos fragilités par rapport à des modèles de développement touristique comme l'Italie où l'agritourisme se développe très très fort. Donc là, ça veut dire qu'on a un sujet qu'il faut qu'on travaille rapidement. La voie du décret ne me semble pas appliquée, puisque à partir du moment où l'objet gîte rural n'est pas défini dans le Code du tourisme, c'est difficile de prendre un décret sur un objet qui n'est pas défini. Donc il va falloir qu'on s'attelle rapidement à une définition du gîte rural pour qu'on puisse appliquer la bonne fiscalité sur ce type d'hébergement touristique dont nous avons grandement besoin en zone rurale. Et notamment aujourd'hui, avec ce qu'on voit avec nos agriculteurs, ça serait bien quand même qu'on arrive à sanctuariser ce statut pour leur permettre de développer leurs activités. Et puis, 2 derniers points. Revoir le classement, bien évidemment, puisqu'on s'est battu pour que nos meublés classés de tourisme aient un abattement différencié. Faut-il encore qu'on continue à les stimuler pour qu'ils aillent encore améliorer la qualité de leurs biens? Et donc là, on est tous à peu près alignés pour dire sur le classement Atout France, il faut qu'on monte les critères de classement, notamment, mais pas que, mais notamment sur 2 points qui sont saillants, la sécurité aujourd'hui et la qualité énergétique des biens. Voilà, où là, on a vraiment des efforts à faire et on est tous d'accord pour engager le travail. Et puis enfin, dernier point, comment aujourd'hui on va permettre de remobiliser du parc pour le rénover, pour le mettre soit à destination du logement saisonnier, soit à destination du logement permanent. Et là, c'est toute la question qui est très prégnante pour vous, des SEM et des foncières. Donc vous savez que, notamment dans certains plans liés à l'activité touristique, je citerai le plan Avenir Montagne, il y avait ce soutien apporté à la création de SEM ou de foncières. Force est de constater que 2021-2022, ça n'a pas très bien pris, mais que là, 2023-2024, on voit beaucoup aujourd'hui de collectivités, de communes qui s'engagent dans la création de SEM ou de foncières pour justement permettre un remembrement, pour prendre la main, pour faire du logement saisonnier. Donc là, c'est le job en partie de l'État qui doit vous aider au travers des programmes que nous développons avec la Banque des Territoires notamment, pour vous permettre d'avoir ce genre d'outils également à votre main pour pouvoir développer demain du parc qui soit accessible. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Vous voyez qu'on a encore beaucoup de travail à faire ensemble. Voilà, vous dire qu'on est complètement disponible au niveau du ministère délégué à l'économie du tourisme. J'y tiens, c'est l'économie du tourisme. Nous avons la chance d'avoir une industrie touristique puissante en France. Nous sommes encore les leaders mondiaux. Il ne faut pas s'endormir. Et donc voilà, tout est une affaire toujours d'équilibre. Vous savez parfaitement le faire dans vos communes. On vient de renforcer vos capacités
pour ce faire et comptez sur nous pour continuer à travailler en ce sens avec vous. Voilà. Merci beaucoup et à disposition avec les équipes. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Outre le protocole que je connais parfaitement, mais en accord avec vos services, Madame la Ministre, puisque messieurs les deux coprésidents ont ouvert ce forum, je vous propose de le fermer par un mot. Je ne sais pas si nous dire ce que vous retirez de ce forum. Voilà, en 3 mots. Eh bien, beaucoup de concret, beaucoup de contenu, de nouveaux outils et un propos très équilibré, Madame la Ministre. Parce qu'effectivement, ces locations saisonnières peuvent être une menace pour certains territoires. C'est aussi une opportunité pour d'autres. Pour remplir des logements vides, pour compenser une offre hôtelière insuffisante, pour dynamiser des territoires qui ne sont pas des territoires touristiques et donc et offrir une opportunité de logement pour des gens qui sont en contrat de projet, qui sont temporairement dans des territoires. La location saisonnière, c'est aussi une opportunité. Et comme l'a dit Catherine, comme l'a dit Thierry, l'AMF a été suivie dans le sens que ces outils sont à la disposition des maires qui souhaitent les utiliser si le contexte le nécessite. Et donc cette liberté laissée aux maires, vous savez que c'est un refrain de David Lisnard, la liberté d'action, nous laisser libres d'utiliser ou pas ces outils qu'on considère déjà comme une très bonne première étape pour réguler ces dispositifs qui, je le répète, sont des menaces ou des dangers pour certains territoires, mais aussi des opportunités pour d'autres. Thierry. Merci, j'espère que vous avez tous apprécié l'exercice auquel vous a invité l'AMF de présentation d'un nouveau texte. Une loi à disposition des collectivités locales, tu l'as dit, Alain, qui par ailleurs apporte de la souplesse et de la décision aussi aux collectivités locales, notamment sur la question du délai, puisque c'est le bloc communal qui décidera effectivement si on est sur 90 ou 120 jours. Par ailleurs, comme Iñaki a commencé à travailler sur ces questions de meublé, je pense qu'il faudrait qu'il approfondisse la question du logement à l'année, de la création dans ces zones très tendues de dispositifs qui favorisent la création de nouveaux logements à destination des familles sur les 365 jours. Vous rappelez aussi qu'il y a des dispositifs qui existent sur la reconquête de logements vacants, par exemple, et il y a des dispositifs, comme je préside l'Agence nationale de l'habitat, pour vous dire que si vous avez des logements vacants dans des fermes, dans des habitations qui ont fermé, ou mauvais entretien, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant, je le dis, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il n'y a jamais eu autant de dispositifs d'accompagnement financier. Dans cette salle, il y a des maires qui sont sur des territoires où France Rénov intervient, sur un territoire que je connais très bien, dans des villages où il y a de l'activité touristique, notamment, où France Rénov peut vous accompagner, enfin peut accompagner les propriétaires de logements vacants qui vont redevenir des logements loués jusqu'à 80% du coût des investissements qui sont faits suivant la solvabilité financière, le pouvoir d'achat en quelque sorte des ménages concernés. Donc n'hésitez pas aussi à aller consulter votre représentant France Rénov sur le territoire. Franchement, c'est aussi une des dispositions. La difficulté du logement, c'est plein de petites solutions. Vous en avez apporté une sur les meublés du tourisme, il en faudra et d'autres. Et moi, je note aussi la disponibilité de Madame la Ministre pour travailler, notamment dans le cadre du plan Avenir Montagne, sur les foncières. J'ai des idées là-dessus. J'espère qu'il y en a plein aussi dans vos territoires respectifs. Mais on va du coup prendre rendez-vous. En tout cas, merci. Et en espérant que cette table ronde vous aura été utile à toutes et à tous. Merci. Merci à tous.